Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, consacrée aujourd'hui à ce triomphe du savoir-faire français au secours de Notre-Dame de Paris. Régulièrement dans cette émission, on met en avant ces métiers rares, peu connus du grand public, mais qui constituent une véritable vitrine du Made in France et de tous les savoir-faire hexagonaux. Alors, dernier exemple en date, justement, la cathédrale Notre-Dame, ce joyau de notre patrimoine gravement endommagé par les flammes en 2019, s'élève à nouveau grâce à un effort collectif hors du commun. Artisans, compagnons, métiers d'art réunis autour d'un même objectif, lui redonner sa flamme. On en parle tout de suite avec nos invités qui ont travaillé à la rénovation de Notre-Dame. Sud Radio C'est ça la France. Et parmi ces 2000 artisans du chantier, des charpentiers, des maîtres verriers, des maçons, des tailleurs de pierre, des souffleurs de verre, des tisserands, les vitraux Imbert. Merci d'être avec nous, Oleg Imbert. Et bonjour Nathalie, merci pour votre invitation. Alors cet artisanat qui a su traverser les siècles grâce à la transmission de techniques ancestrales pour travailler sur Notre-Dame de Paris, vous faites partie de ces entreprises qui ont dû justement se mobiliser. Ça a été un travail d'historien, d'architecte. Comment ça se passe quand on travaille sur un chantier comme celui-ci? Alors nous, si vous voulez, on a été sélectionnés à travers un appel d'offres c'était en septembre 2022, donc ça fait depuis 2 ans qu'on travaille sur la cathédrale, et on est amené un peu à faire surtout sur pourquoi on nous a appelés, c'est-à-dire de la restauration de vitraux d'art. Donc on est vraiment spécialisé dans ce type de travaux. Et c'est vrai que quand on travaille sur un tel chantier, on est amené à faire un peu de tout, à la fois livreur, on organise, on fait aussi, on doit organiser l'hébergement pour les salariés, etc. Donc il y a énormément de différentes tâches qui nous sont associées quand on est sur ce type de chantier d'ampleur. J'imagine que c'est une fierté d'être sélectionné pour Notre-Dame de Paris. Ah oui, tout à fait. C'est à la fois c'est vraiment une fierté. Parce que si vous voulez, quand on travaille sur ce chantier, alors à la base on ne pensait pas vraiment l'avoir. Ça a été quand même une surprise et un choc. Et ensuite, quand l'établissement public nous ont donné leur confiance, on a été bien sûr honorés et très fiers. Mais surtout, on est fiers d'avoir aussi fait ce qu'on appelle du travail bien fait, où on a su répondre aussi à cette demande qui est quand même forte et avec de nombreuses contraintes aussi. Mais justement, en parlant des contraintes techniques, on a beaucoup parlé de l'importance de travailler, de respecter justement l'esprit de Notre-Dame. Alors, à l'époque, les artisans ont travaillé avec des méthodes anciennes. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui des vitraux maintenant, à notre siècle, au XXIe siècle, en sachant qu'on travaille sur des vitraux qui ont été réalisés au Moyen-Âge? Alors, il se trouve que justement, alors notre entreprise, mais toutes les entreprises qui ont travaillé sur Notre-Dame, travaillent. Bien sûr, parfois on utilise des moyens plus contemporains comme des échafaudages ou des moyens de levage qui sont adaptés à notre époque, mais en tout cas en atelier, on est amené à travailler avec les mêmes techniques ancestrales et de savoir-faire. Toujours aussi manuel. Toujours aussi manuel, le savoir-faire. Toujours aussi manuel. On a vraiment un métier où justement la main-d'œuvre a une place principale. Et alors après, on est amené bien sûr à utiliser aujourd'hui les ordinateurs pour échanger par mail ou faire éventuellement des dessins. Mais vraiment, excusez-moi parce qu'il y a des gens qui passent là. Voilà, oui, vous êtes sur un chantier, c'est normal en même temps. Non, là je suis actuellement dans le salon des entrepreneurs 13 à Marseille. Mais oui, donc c'est un peu, il y a un peu de gens qui passent, mais excusez-moi. Mais oui, du coup, donc c'est pour ça qu'en effet on garde les mêmes techniques qu'à l'époque, même si aujourd'hui, avec l'électricité, etc., on peut se permettre d'avoir des outils qui sont un peu plus modernes. Oui, c'est ça. Puis après, le plomb, par exemple, qui est devenu l'ennemi à combattre, là, j'imagine que c'est remplacé par de l'étain ou d'autres. Voilà, il y a quand même des matériaux qui ont évolué aussi. Alors, écoutez, pas vraiment. Nous, on reste sur notre... pour nous, le plomb, c'est primordial. C'est vraiment ce qui a permis de révolutionner notre métier. C'est vraiment la matière qui compte le plus pour nous, parce qu'elle dure dans le temps et elle est aussi malléable. Donc le plomb, si vous voulez, il ne faut pas le voir comme quelque chose de mauvais en soi. Dans votre savoir-faire, c'est primordial, pour pouvoir justement réaliser les vitraux les plus résistants possibles et fidèles à l'esprit de l'époque aussi, Le verre lui-même, c'est quoi? C'est des composants de verre qui sont sertis dans du plomb.
Et ça date depuis le Xe siècle. Ouais. Donc le plomb, c'est vraiment a une place primordiale dans la réalisation des vitraux. Mais d'ailleurs pas que nous, hein, il y a aussi des couvreurs, etc. qui utilisent aussi le plomb parce que le plomb a vraiment cette force de rester dans le temps et d'être malléable. Et bien évidemment, si c'est utilisé correctement, ce qui est le cas, hein, parce qu'on a bien sûr des suivis de nos salariés en ce qui concerne le plomb et également des systèmes aujourd'hui de ventilation, etc., qui permettent de travailler avec la poussière de plomb, etc. Donc aujourd'hui, on est vraiment adapté. Et il y a aujourd'hui très peu de cas, il y a plus de cas de saturnisme dans les ateliers, c'est ou en vrai. tout cas très très peu. Donc il faut faire attention. Le plomb, ça reste très important, et nous, on est vraiment pour le plomb. Parce que sans ça, les vitraux de nos cathédrales auront du mal à être restaurés. Après, il faudra peut-être trouver d'autres solutions. Ça a déjà été le cas, par exemple, à la cathédrale Saint-Front, dans la salle du Trésor, où on avait eu la chance de faire une création dans la salle du Trésor, où là, on a utilisé, si vous voulez, une méthode de collage sur verre. On n'y avait pas de plomb, mais on a dû coller des supports en verre qu'on avait préalablement peints en atelier, puis ensuite les coller sur une autre feuille de verre. Donc c'était un processus qui existait auparavant un peu en Allemagne. Donc ça peut exister, mais ça ne remplacera jamais le plomb. Et au niveau de la lumière, qui est importante aussi pour magnifier des vitraux, comment on fait? On colore le verre. Comment on colore le verre pour les vitraux? Comment on trouve la bonne couleur? On nous appelle les passeurs de lumière. Donc nous, on transforme la lumière extérieure en lumière intérieure. Alors, il y a deux façons pour le verre. Le verre, on l'achète déjà dans une teinte qui est déjà colorée dans la masse, rouge, bleu, vert, coloré dans la masse. Et on a un fournisseur, d'ailleurs, on peut les saluer, la Vérité Saint-Just, qui est une filiale de Saint-Gobain. Grâce à eux, on arrive à avoir des produits de très bonne qualité, et ça nous permet d'avoir des teintes qu'on souhaite à nos ateliers. Et ensuite, il y a aussi le travail de peinture sur verre, si vous voulez. On utilise des grisailles, ce sont des émaux d'oxyde métallique. Et avec la cuisson à 600 degrés dans un four, si vous voulez, cet oxyde métallique, cette grisaille va s'imprégner dans le verre. Et c'est ça qui va permettre que cette peinture reste sur le verre. Quelle a été la partie la plus compliquée, justement, dans cette restauration des vitraux pour Notre-Dame de Paris? Pour Notre-Dame de Paris, je dirais que c'est surtout la logistique et l'organisation, à la fois liée à la distance, parce que nous sommes dans un atelier qui est à Marseille, marseillais, et aussi lié aux contraintes du site. C'est-à-dire, j'en parlais l'autre jour, mais bien sûr, quand vous avez affaire à un protocole plomb dû aux poussières de plomb qui sont tombées sur les vitraux à cause de l'incendie. Et d'ailleurs, tous les compagnons étaient dans la même situation, où il fallait passer par un sas propre, un sas sale, et ensuite, à chaque fois, si vous voulez, qu'on voulait aspirer, nettoyer, il fallait absolument qu'on ait à la fois des équipements adaptés, avec par exemple des aspirateurs avec des filtres spécifiques, ou des tenues, des combinaisons, etc., ou des masques à ventilation assistée qui nous permettent de travailler dans ces conditions. Donc ça, c'était quand même assez difficile. Et ensuite, la distance, l'organisation, puisqu'il faut quand même amener du personnel, des compagnons sur site, et leur faciliter au maximum la tâche. Et pour ça, ça veut dire la livraison de matériel, par exemple de matériaux ou autres, où il faut savoir quand même organiser ça correctement. Mais je dois dire que l'établissement public a été exceptionnel là-dessus. Ça a été très très bien organisé, et vraiment, ça a été appréciable tout au long du chantier. Ça a été une sacrée aventure humaine, parce que finalement, ces compagnons, ces entreprises qui parfois sont concurrentes, c'est normal, sur différents marchés, là tout d'un coup, il a fallu travailler tous ensemble. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on avait chacun un petit peu, si vous voulez, notre précaré, on peut dire ça comme ça, chacun avait son territoire. Sa spécialité, son territoire. Oui, mais c'est vrai qu'on a eu une chance de rencontrer des gens de tout corps de métier, charpentiers, échafaudeurs, d'autres maîtres verriers aussi. Ça peut être des couvreurs également, des peintures de dorures, toutes sortes de métiers de l'artisanat d'art. Et c'est vrai que ça a créé un lien, parce que c'est vrai que quand on travaille sur ce chantier, le chantier du siècle quand même, forcément ça crée un lien. Et c'est vrai que cette aventure, ça a créé un lien, et en même temps, ça a permis, et c'est ça qui est exceptionnel, aux entreprises artisanales de montrer leur savoir-faire
vraiment unique, qui est vraiment qui est représentative dans le monde entier de ce savoir-faire artisanal. La valeur inestimable de ces savoir-faire, effectivement, qui sont en danger pour certains. Donc c'est vrai que c'est important de montrer tout ça. Oui, c'est vrai que c'est très fragile. C'est un équilibre très fragile. Ce sont des métiers qui sont difficiles et qui sont parfois qui peuvent être à cause de, par exemple, des travaux ou un manque de carnet de commandes qui peuvent très vite perdre dans le savoir-faire même. On peut perdre le savoir-faire. Donc c'est important d'arriver à continuer à faire en sorte que ces entreprises puissent travailler. Bon, c'est vrai qu'avec le Notre-Dame de Paris, ça a permis bien évidemment un élan aussi de toutes ces entreprises d'avoir une certaine stabilité financière pendant les travaux de Notre-Dame. Mais maintenant, on va remettre le bleu de travail, on va se remettre sur voilà, le compteur à zéro et on va être vigilant et il va falloir aller chercher du chantier, quoi. Oui, alors on a beaucoup parlé d'édifices religieux avec Notre-Dame, mais il faut le rappeler, les créations contemporaines sont aussi une grande partie de votre activité. Un petit mot rapide, c'est une entreprise familiale, la famille Vitraux-Humbert, qui porte le nom de famille. Bien sûr, tout à fait. Alors écoutez, fondée en 81 par mon père Dominique Humbert, qui est un maître verrier peintre, peintre aussi vraiment, qui est un artiste peintre, mais qui a été justement et qui a étudié à Olivier de Serres, qui est une école spécialisée dans le vitrail. Et après avoir travaillé pour une entreprise à Paris, un atelier, il est revenu à Marseille, puisqu'il est né à Marseille, et il a ouvert son entreprise en 81. Et depuis 40 ans, mon père, c'est vrai qu'a travaillé vraiment de manière traditionnelle, comme on le fait aujourd'hui, mais aussi a été porteur de beaucoup de projets de création, notamment en Bretagne, ou aussi pour, par exemple, le conseil régional PACA. Donc on a fait d'autres choses aussi, mais disons qu'il a cette fibre artistique. Oui. Et c'est vrai que c'est ça qui amène un peu la valeur ajoutée dans ces ateliers d'artistes, d'artisans, d'art. C'est à la fois, enfin en tout cas dans le métier de vitrailliste, c'est de savoir connaître la peinture sur verre. Oui, et aujourd'hui, on a aussi d'autres vitraillistes compagnons qui sont à l'atelier et qui maîtrisent ce savoir-faire. Et c'est ça qui est très important, c'est de continuer pérenniser ce savoir-faire. Et moi, mon rôle, c'est vraiment ça, c'est de sublimer le travail de ces artisans et de faire en sorte que ce savoir-faire puisse continuer dans les siècles à venir. Voilà, et ce chantier Notre-Dame de Paris aura été aussi un formidable coup de projecteur sur ces précieux savoir-faire français. Merci beaucoup Oleg Humbert d'avoir pris le temps de nous présenter cette belle entreprise Vitraux-Humbert et puis justement cette belle aventure que vous avez vécue à travers la restauration de Notre-Dame de Paris. Merci et belle journée à vous, au revoir. Merci Nathalie, au revoir. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio Cessa la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français consacrée à Notre-Dame de Paris, au triomphe du savoir-faire français qui est venu au secours de la cathédrale. On met en avant justement ces entreprises, ces artisans qui ont travaillé sur la cathédrale, à la restauration de la cathédrale. Avec nous pour en parler justement, Christophe Beausoleil qui gère l'entreprise Loubière, la Forge d'Art. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous aussi, vous avez travaillé sur la restauration de Notre-Dame. Quel chantier! Alors expliquez-nous justement la partie que vous avez réalisée, votre corps de métier, votre savoir-faire et de quelle façon vous avez participé à cette restauration. Alors, donc on est une entreprise de ferronnerie d'art. À ce titre, on restaure essentiellement tout type de monuments métalliques, on va dire, d'ouvrages métalliques dans un monument historique. Et dans le cadre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors je tiens à préciser aux auditeurs que vous avez un petit problème de voix, vous avez dû prendre soit vous avez trop parlé, il y a eu tellement d'interviews ou bien des courants d'air en travaillant. Non, c'est pas grave pour qu'on puisse comprendre que c'est pas votre voix habituelle. Je suis vraiment désolé. Non, je vous en prie. Je vais essayer de poser la voix pour voilà, prenez le temps de répondre et racontez-nous justement effectivement de quelle façon vous avez participé au chantier Notre-Dame. Donc on travaille essentiellement dans tout ce qui est restauration d'ouvrages métalliques et notamment dans le cadre de monuments historiques. Pour le chantier de restauration, en fait, notre intervention a démarré, pas le lendemain, mais quelques jours après l'incendie. Ah oui, donc vous, c'est quasiment dès 2019, vous étiez sur le chantier. Dès 2019, dès avril 2019, nos chantiers se sont arrêtés et on est intervenu pour
la mise en sécurité et notamment la mise en sécurité des vitraux, puisque ça c'était une partie importante et où il y avait même des vitraux historiés et donc il fallait protéger l'ensemble de ces vitraux, les mettre en caisse et donc dans ce cadre-là, nous sommes intervenus lors de la dépose de ces vitraux. Ah oui. Et là aussi, vous avez été appelé en urgence tout de suite. Ça a été quoi ? Il a fallu mobiliser les équipes pour se mettre tout de suite en marche pour sauver Notre-Dame ? Tout à fait. En fait, à ce moment-là, on se pose pas trop de questions. L'ensemble des chantiers sur lesquels nous étions, et notamment on en avait quelques-uns en région parisienne, on les a stoppés. On n'a pas été réquisitionnés, mais on appelle ça de la quasi-réquisition. On est intervenu. En fait, nous, on est intervenu pour aider les maîtres verriers. Les maîtres verriers qui venaient déposer les vitraux, nous on venait avec eux pour déposer les ouvrages métalliques qui maintiennent les vitraux en place. Donc c'est un petit coup d'air en enlevant un des vitraux qui vous a abîmé la voie. Ouais, c'est ça. Et alors pour retirer ces vitraux justement pour ne pas les abîmer, en même temps être dans l'urgence, comment on travaille ? Est-ce qu'on est encore sur des techniques anciennes ? Est-ce que là non, heureusement on a des nouvelles technologies qui permettent d'aller plus vite ? Comment on arrive à déposer aussi rapidement des vitraux ? On est là, c'est un problème d'homme. Vous avez 1000 heures à faire. Si vous mettez un homme, il va mettre 1000 heures. Si vous mettez 1000 hommes, il va mettre 1 heure. Donc en fait, l'idée on a été un certain nombre de maîtres verriers, de ferronniers, appelés sur l'ouvrage, sur Notre-Dame de Paris, au moment où il y a eu la mise en sécurité. À ce moment-là, on utilise les mêmes techniques qu'avant. On est manuel, donc voilà. On a quelques outils pour nous aider à poinçonner ou sortir les barlotières et les vitraux, mais ça reste du travail manuel, en tout cas à ce stade-là. Oui, alors juste avant vous, on était justement avec l'entreprise Humbert qui fait des vitraux en PACA et qui nous expliquait aussi tout un système de sécurité qui avait été mis en place. C'est pas simple d'aller justement travailler sur un monument comme Notre-Dame. Là aussi, quelle a été il y avait une course contre la montre finalement. Alors, oui, effectivement, il y a eu deux courses contre la montre. Il y a eu une course contre la montre le lendemain de l'incendie pour la mise en sécurité, où là, suite à l'intervention des pompiers, en fait, un certain nombre de tonnes d'eau ont été déversées. Il fallait réagir très très vite, mettre en sécurité tout ce qui pouvait être mis en sécurité. Donc, grosso modo, les vitraux, notamment, ont été mis dans des caisses. Oui. Ces caisses ont été stockées dans un grand entrepôt en région parisienne. De la même manière, les serrureries, ce qu'on appelle la serrurerie de vitraux, ce qui maintient en place les vitraux, ont été mis en caisse aussi et on les a récupérés quelques années après pour la restauration. Qu'est-ce qui caractérise un chantier comme celui-là ? C'est le gigantisme et le côté un peu hors norme. Effectivement, on a eu des contraintes. On a eu des contraintes d'abord de plomb. Ah oui, ça on en a parlé, la poussière de plomb, il fallait faire attention, bien évidemment. Voilà. Oui. Donc là, on est dans une démarche où il faut pas, il faut protéger nos salariés. Donc là, mise en place de protection collective, mise en place de protection individuelle. Et puis après, il faut éviter que le plomb sorte de la zone de chantier. Donc dans les protections collectives, on va mettre en place aussi des endroits où on va se changer. On va passer d'une zone sale à une zone propre. On va se changer pour pouvoir sortir de la zone de chantier. On n'imagine pas tout ça, nous, de l'extérieur, tout ce qui a dû être mis en place pour justement restaurer Notre-Dame. Une fois la dépose faite, il y a eu aussi la restauration, c'est ça, en chantier. Il y a eu un travail aussi de ferronnerie, de forgerie de la part de l'entreprise. Tout à fait. Alors après, quelques années après, on a répondu à des appels d'offres où là, on était en deuxième ligne derrière les maîtres verriers. On était sous-traitants. Les maîtres verriers, notamment les maîtres verriers avec qui on avait travaillé lors de la mise en sécurité, ont été satisfaits de travailler avec nous et qu'on trouvait qu'on travaillait plutôt bien. Donc du coup, ils ont fait appel à nous pour répondre à des appels d'offres au moment de la restauration de notre... Donc ça a été dans la deuxième partie 2022, 2023, 2024, où là on est intervenu en sous-traitance de maîtres verriers. Et on a restauré, on va pas dire les mêmes baies, mais on a restauré des baies quasiment identiques, puisqu'on a eu la chance de gagner quelques marchés avec plusieurs maîtres verriers. Et donc on a pu travailler sur la restauration, puisqu'on l'avait déposé quelques années avant. Je ne vais pas vous faire souffrir davantage, Christophe Beausoleil, avec votre voix qui se perd. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de témoigner.
Oh non, mais même pour vous. Mais merci d'avoir pris le temps justement de témoigner, parce que c'est important de montrer justement tous ces savoir-faire inestimables qui se sont mis ensemble, qui ont collaboré ensemble pour pouvoir justement sauver Notre-Dame de Paris. Et la Loubière, la Forge d'Art a fait partie de l'aventure. Et donc c'est important de pouvoir justement échanger avec vous là-dessus. Et on l'évoquait précédemment, c'est aussi primordial de mettre en avant tous ces savoir-faire, parce qu'ils ont été présents au moment de la restauration, mais il ne faut pas les oublier derrière, parce qu'il faut ensuite voilà, les mettre en avant aussi sur d'autres chantiers. Merci encore, Christophe Beausoleil. Du miel, de la tisane, du gingembre, tout ce que vous voulez pour retrouver votre voix. C'est ce que je fais. Merci beaucoup, merci infiniment. Bonne fin de journée, au revoir. Il est temps de laisser balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Alors Thibaut, parlez-nous de cette réouverture de Notre-Dame de Paris. Vous faites partie des premiers visiteurs le week-end dernier. Alors quelles sont vos impressions? Alors ce qui m'a frappé en entrant, c'est sa luminosité. J'ai senti une vraie chaleur émanant de ces pierres restaurées, désormais d'un blanc éclatant. Et je me suis senti vraiment tout petit face à cette beauté, face à ce lieu familier, mais que l'on découvre sous un jour complètement nouveau. Alors j'ai pensé tout de suite aux pompiers qui l'ont sauvé des flammes, et à tous les artisans qui nous redonnaient sa majesté en seulement 5 ans. C'est la preuve qu'avec un objectif commun qui nous dépasse, eh bien, on peut accomplir des miracles. On va y revenir. Mais avant, je voudrais vous faire écouter la première impression de cette visiteuse qui partageait cette émotion. J'ai l'impression de la voir pour la première fois. Je suis déjà venue et j'avais le souvenir plus de la cathédrale de l'époque de Victor Hugo, parce qu'elle était effectivement très sombre. Et pour moi, Notre-Dame, c'est effectivement celle de Quasimodo et Esmeralda. C'est aussi l'époque des bâtisseurs de cathédrales. C'est toute une histoire. Et ce qui est impressionnant, habituellement, quand on rentre dans un lieu d'église, c'est le fait de se dire qu'on est en train de marcher dans les pas de personnes qui étaient là il y a 1000 ans, 2000 ans, qui sont nés, qui ont eu leur baptême, qui se sont mariés, qui sont décédés. Ce sont des lieux qui marquent en fait le passage du temps, le passage de la vie. Mes impressions aujourd'hui en rentrant dans Notre-Dame, c'est que je ne la retrouve pas, mais en même temps, je vais m'y habituer. Je vais la réapprivoiser. Oui, la réapprivoiser. Il paraît que c'est magnifique. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Vous avez rencontré également un artisan passionné qui a œuvré à la restauration de la cathédrale. Exactement. Il s'appelle Philippe Giraud. Il est compagnon tailleur de pierre. Il a un atelier dans le Perche. Et il est intervenu sur les ornements extérieurs du transept nord, gravement endommagés par les flammes. Et on va découvrir son parcours et son travail. Mais écoutons d'abord ce qu'il a ressenti lors de l'inauguration. À la fois une fierté, en même temps le fait de se rappeler que Notre-Dame c'est surtout l'œuvre des bâtisseurs du Moyen-Âge qui ont fait un travail incroyablement supérieur au nôtre. Donc à la fois de la fierté, de l'humilité d'avoir pu avoir l'honneur d'être dans la continuité de ces bâtisseurs qui ont conçu Notre-Dame au XIIe et XIIIe siècle. Savoir que les pierres qu'on a faites en ce XXIe siècle côtoient des pierres du XIIe. 12 et 21, c'est deux chiffres qui s'inversent, mais ça fonctionne bien. C'est vrai. Alors moi j'aimerais revenir un peu d'abord, on va bien sûr parler de votre travail sur ce chantier. J'aimerais revenir sur votre parcours de compagnon, tailleur de pierre. J'ai commencé la taille de pierre à 19 ans, juste après mon bac, et j'ai commencé à l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg, donc j'étais chez les Compagnons du Devoir à Strasbourg pour mon apprentissage. Et après j'ai fait l'école des monuments historiques pendant 2 ans. C'est une forme de compagnonnage, mais avec un rythme plus accéléré puisqu'on fait 2 entreprises par an au lieu d'une entreprise par an. Et ensuite, on revient à la période d'aujourd'hui. Comment avez-vous été appelé sur ce chantier de Notre-Dame? En fait, il faut savoir que les sculpteurs, en monuments historiques, on n'est pas très nombreux. C'est un petit peu une grande famille et que avec le bouche à oreille, on sait qu'il y a des besoins, des besoins de renfort et voilà, donc c'est comme ça que j'ai été mis dans la boucle. Alors moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce que vous avez fait concrètement. Vous êtes intervenu sur les ornements, je crois. Sur l'ornement, oui, l'ornementation c'est tout ce qui est végétal, les frises. On avait une série de trèfles crochets qui s'alternent et aussi une frise avec des crochets sur les pignons nord et sud. J'ai travaillé sur 3 endroits différents, surtout en atelier, mais toujours à la fin il y a des raccords à faire une fois que les pierres sont posées. Ce qui est toujours agréable de travailler sur site avec la vue sur Paris et puis au contact des pierres même de Notre-Dame. Pour comprendre, vous avez travaillé à la fois sur cet atelier éphémère qui avait été installé devant Notre-Dame et également en échafaudage? Oui, donc on appelait la loge des sculpteurs, cette grande tente blanche qui en fait c'était un vrai atelier en dur, c'était juste le toit qui était une espèce de bâche très épaisse
et un atelier extrêmement efficace et moderne, puisqu'on avait jusqu'à la climatisation en été. Les conditions étaient optimales pour travailler. Et aussi, le grand intérêt de cet atelier au pied de la cathédrale, c'était d'être en capacité de monter, revoir les statues sur place sur la cathédrale pour pouvoir s'en inspirer. Et comme Philippe a beaucoup de choses à nous raconter, on le retrouve la semaine prochaine. C'est bien ça, Thibaut, hein? Ben oui, c'est un peu notre feuilleton de cette fin d'année. Merci beaucoup, Thibaut. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour continuer les aventures de Philippe à la rénovation de cette cathédrale. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.